savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la première nouvelle qui a secoué un peu le monde entier aujourd'hui. Là, c'est sans surprise qu'au royaume de Russie, mais on a des opposants politiques qui sont emprisonnés depuis belle lurette. Mais cette fois-ci, c'est le décès du principal opposant politique à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui est décédé là, alors qu'il purgeait une peine de 19 ans de prison dans un complexe arctique là, qui est renommé là, pour sa dureté. Là, on parle du loup arctique, c'est le nom qu'on donnait à ce centre de détention-là, qui a tout d'un goulag, Mario, là, ni plus ni moins, dans lequel était enfermé Alexei Navalny depuis maintenant 3 ans, et là, qui est décédé ce matin. Et là, je vais reprendre les termes qui ont été donnés pour expliquer sa mort. On dit qu'il y a eu un malaise soudain, qu'on a tenté de le réanimer pendant 30 minutes, mais qu'il n'y avait rien à faire et qu'il est décédé. Une version qui est, bien évidemment, contestée de partout. Mais dans les deux cas, les gens qui s'y connaissent disent c'est Poutine qui l'a assassiné, c'est-à-dire que ou qui l'a fait assassiner. Dans le cas où c'est arrivé en prison, bon, oui, peut-être, parce qu'on dit 47 ans, il va prendre une marche. Semble-t-il qu'il arrivait d'une marche, il y a un malaise, c'est fait bizarre, c'est sûr. Oui. Mais on peut pas dire que c'est pas un vrai 47 ans, Alexandre. Je veux dire, le gars, il a été empoisonné, il a passé un cheveu de la mort, il a été sauvé in extremis en Allemagne. Je suppose que ça laisse des traces sur le système. Il est emprisonné. Il a fait une grève de la faim aussi, ça marque le système également. Là, il est mal nourri, il était d'ailleurs amaigri. On avait vu les images de lui dans cette prison, très dur, mal nourri, probablement le chauffage pas correct. Fait que là, tu te dis, ouais, t'as peu, là, il a 47 ans, mais il a vécu des affaires que le corps humain moyen de 47 ans a pas normalement vécu. Il faut mettre ça dans l'équation. Donc, à la limite, je dirais, il aurait pu, à la suite de tout ça, mourir vraiment d'un malaise à 47 ans, et ce serait quand même la responsabilité de Poutine. Ce serait quand même parce qu'il est un opposant politique de Poutine que tout ça s'est enclenché. Là. On s'entend. Là. Dans tous les cas, même s'il est mort de cause naturelle, entre gros guillemets, c'est ça. Là. Faut faire un récit des 5 dernières années pour comprendre que c'est pas naturel. Ben oui, parce qu'on l'a emprisonné, je rappelle, là, c'est 19 ans de prison, c'est pour extrémisme là, qui purgeait sa peine. Là. Puis extrémisme, c'est quoi? C'est opposé au gouvernement. Poutine, c'est d'être contre Vladimir Poutine, qui, en ce moment, se dirige, là, parce que le 15 au 17 mars prochain, c'est les élections présidentielles en Russie. Puis quand on dit élection, c'est à prendre avec des gros guillemets. Il faut comprendre qu'il n'y a comme pas d'opposants en ce moment à Vladimir Poutine. Les seuls opposants qu'il y avait, ils sont soit exilés, morts ou ils se sont retirés. Là. Le dernier des candidats qui était contre lui, sa candidature a été refusée. Il semble-t-il qu'il y avait trop d'irrégularités dans les... Ça prend 100 000 signatures pour se présenter. Puis la Cour suprême a regardé ça et a dit qu'il y avait des irrégularités parce que il y a des candidats qui sont approuvés par le système. Voilà. On comprend qu'ils sont là, c'est des figurants. Là. Dans un film, ils sont des figurants pour faire semblant qu'il y a une démocratie. Sauf que Boris Nadejin, lui, était vraiment il était un anti-guerre. Là. Donc lui, il était vraiment contre Poutine, mais contre pour vrai, là, contre la politique internationale de Poutine, l'attaque en Ukraine, donc voulait se retirer de là, était anti-guerre. Et tiens donc, lui, sa candidature n'est pas valide. Sa candidature n'a pas été acceptée, pas possible. Là. Voilà, donc peut-être, certains diront là, avec beaucoup de cynisme, que c'est mieux comme ça d'avoir un petit pépin administratif que de se retrouver pour extrémisme 19 ans dans une prison arctique. Ou carrément de prendre un thé puis qu'il y a du polonium dedans. Là. Voilà, et dans tous les cas, Alexei Navalny, là, peu importe la version des faits, est décédé, bien malheureusement, puis ça a secoué le monde entier aujourd'hui, là, alors qu'on a des dirigeants d'État, entre autres, qui ont réagi dans les rues en Russie, Mario, alors qu'on a très peu d'informations qui filtrent. On s'entend, il y a un contrôle assez restreint, merci, des informations quand même en Russie, mais l'Internet n'est pas bloqué complètement, ce qui fait en sorte qu'on a pu voir aussi des images aujourd'hui de gens, de manifestants qui sont sortis dans les rues pour aller dénoncer la mort d'Alexei Navalny, évidemment, avec la répression brutale qui s'y accompagne. Là. Les policiers étaient dans les rues pour réprimer toutes ces manifestations-là, et ça fait réagir, je le dis, l'Occident au grand complet, plusieurs dirigeants de pays, dont Justin Trudeau, qui est allé, lui aussi, d'une déclaration, encore une fois, assez forte, merci, là, en qualifiant Vladimir Poutine, ni plus ni moins que d'un monstre. Là. Il l'a traité de monstre. Il y a également eu des réactions du côté, là, même du porte-parole aux affaires étrangères du Parti conservateur, Michael Chung, qui lui aussi a condamné Poutine puis la Fédération de Russie pour ses agissements. Aux États-Unis aussi, on a vu des gens, on le sait que dans le Parti républicain, il y a beaucoup de gens qui sont considérés comme des gens qui font l'apologie, là, si on veut, du président russe. Ils jouent ces deux tableaux. Ils vont jamais dire Poutine est parfait, puis il a raison. Mais ils vont dire, ouais, mais l'Ukraine, ouais, mais ci, ouais, mais ça, ouais, mais dans le fond,
Ils vont toujours justifier tout ce qu'il fait Poutine par des ricochets un peu, mais il fera jamais rien de mal. Puis l'Ukraine, ben là, l'Ukraine, il y a de la corruption en Ukraine. Fait que d'attaquer l'Ukraine, non, mais là, il y a de la corruption en Ukraine. Oui, ils vont toujours avoir de l'argumentaire autour de ça, mais il y a des républicains aujourd'hui là, qui ont tranché le discours complètement là, pour aller vraiment dénoncer tout ça. Je pense à Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis, ancien candidat aussi à la présidentielle, à l'investiture républicaine. C'est que moi, j'ai toujours défendu que c'était un homme droit. Oui, je sais qu'au Québec, il a été la moquerie pour ses convictions religieuses. Je m'ai toujours dit que c'était un homme droit. Il l'a prouvé une couple de reprises, même s'il a dû avaler des couleuvres, je veux dire, plein son oesophage avec Trump. Mais là, il était vice-président. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Mais il a quand même continué à certifier l'élection à ce moment-là. Oui, puis aujourd'hui, il a été extrêmement ferme. Là. Oui, il a dit honte aux républicains, essentiellement, là, qui continuent d'appuyer Vladimir Poutine, qui est un criminel, qui est un bandit, qui est un dictateur. Donc, il est allé très fort avec tout ça. Je reviens sur M. Trudeau. J'ai pas tant aimé, pas que je défends Poutine, tu me connais, j'ai pas tant aimé sa réaction. Parce qu'il est un chef de gouvernement. Il est pas juste un ministre, il est un chef de gouvernement. Tous les chefs de gouvernement à l'échelle du monde, même les pires ennemis, finissent par avoir besoin de se parler pour régler quelque chose. Et moi, j'ai toujours pensé que rendu à ce niveau-là, tu ne qualifies plus les individus, tu qualifies les actions, tu dénonces vivement. De dire Poutine, c'est un monstre, là, il aurait pu utiliser toutes sortes de formulations beaucoup plus diplomatiques. Là. Mais sur l'action, être dur, mais sur ce qui s'est fait, mais c'est que là, tu qualifies l'individu. Tu mets une étiquette sur la face de l'individu, et ça, à mon avis, ça laisse des traces beaucoup plus graves. Donc, je n'ai pas trouvé qu'aujourd'hui, à la limite, s'il voulait que ce soit dit, t'envoies un ministre, t'envoies quelqu'un d'autre, mais pas le premier ministre, pas le chef du gouvernement, c'est mon opinion. Actualité. Si on revient au Québec maintenant, beaucoup d'affaires judiciaires qui se sont déroulées aujourd'hui, à commencer par les accusations qui sont tombées au palais de justice contre l'homme de 44 ans qui est accusé d'avoir tué par coup de poignard sa mère et une voisine hier à Vaudreuil-Dorion dans une folie meurtrière qui n'a toujours pas d'explication très concrète, Mario. Là. Fabio... Mais quand même, il a attaqué une dame en novembre dernier. Sans aucune explication. Oui. C'était une totale inconnue. On dit qu'il a sauté sur une dame là, sans explication il y a quelques semaines. Oui, ça c'est vraiment spécial, effectivement. Fabio Puglisi, là, lui qui a comparu, mais qui, tu le dis, avait déjà là, des accusations de voies de fait. Une inconnue qui était devant sa résidence en automne dernier. Il est allé la frapper. Là. Il est allé s'en prendre à elle, ni plus ni moins, sans aucune explication, sans raison concrète. Et là, il avait été libéré après. Oui, libéré. Il est en liberté pendant ce temps-là, en attendant son procès. Puis ses procès précédents, il s'en est toujours sorti non criminellement responsable. À 2 reprises, effectivement, reconnu non criminellement responsable de ses actes. On comprend, à chaque fois, c'est en raison de troubles mentaux. Et là, l'homme en question est passé à l'acte beaucoup plus sévèrement, c'est ce qu'on comprend, alors qu'il a poignardé, oui, sa mère, oui, une voisine, mais aussi a blessé les voisines, justement, qui sont venues s'interposer durant l'altercation, durant le drame. La 3e victime, qui a 69 ans, elle, heureusement, maintenant, est dans un état qui est jugé stable à l'hôpital, mais quand même, aurait pu tomber sur un 3e meurtre. Donc, c'est 2 chefs d'accusation de meurtre non prémédité. Donc, 2e degré qui sont tombés contre lui. Une tentative de meurtre, une voie de fait grave. Mais surtout, lors de son passage, on a noté des propos vraiment décousus. Là. Lui qui semblait dire que ses parents ici sur Terre, c'était ses grands-parents, c'était pas ses parents. Parlant de la terre, il a dit qu'elle allait nettoyer tout ça, qu'elle allait rentrer chez lui, comme il semblait pas vraiment conscient de la gravité ou de l'ampleur de ce qu'il venait de commettre. Et donc, sous recommandation de son avocat, on a voulu le transférer à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel, pour qu'il soit évalué. Et donc, c'est ce qui reste d'arriver. Il va devoir revenir en cours la semaine prochaine pour, justement, là, qu'on dévoile son évaluation psychiatrique, puis on juge qu'est-ce qui va suivre au travers de tout ça. Mais malheureusement, Mario, ça redevient encore une fois 2 éléments qu'on voit dans plusieurs crimes violents survenus au Québec. Antécédents de santé mentale, antécédents aussi judiciaires dans lesquels on remet un individu en liberté. Mais c'est parce que quand on dit santé mentale, il faut être bien prudent. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a qui c'est plus mineur, il y en a qui c'est d'ordre dépressif. Mais il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé mentale de tous ordres et pour lesquels il n'y a aucune violence. Il y a toutes sortes de comportements, de problèmes qui viennent avec ça, d'anxiété, de tristesse, de n'importe quoi. Mais il n'y a pas la violence. À partir du moment où tu as des gens qui, dans leurs problèmes de santé mentale, développent des épisodes violents à très violents, ce qui était son cas,
mon ami, tu peux plus gérer ça de la même manière. Tente dans une autre sphère. Puis je comprends mal là, que l'attaque à une inconnue, juste avant Noël, n'ait pas levé un drapeau rouge là, aux gens qui le suivaient, en psychiatrie, même le comité d'examen des troubles mentaux là, qui avait dit en 2000... Ouais, tout est correct, là, on pense qu'il n'y a plus du tout de menace pour la société, qu'on n'est pas retourné à eux pour dire êtes-vous bien sûr, voulez-vous réviser, faire une évaluation du gars, êtes-vous bien sûr, parce que là, il vient de sauter sur une inconnue sans raison. Difficile à comprendre. Et choquant parce que tu te dis, bon, là, il y a 2 personnes qui sont mortes. Probablement, les voisines même sont venues au secours de la mère pendant qu'elle est en train de se faire assassiner. Il y en a une des 2 qui est assassinée, l'autre est gravement blessée, parce qu'on dit gravement blessée. On ne semble plus craindre pour sa vie, mais elle doit avoir des cicatrices, des blessures, on les imagine même pas. Oui, surtout qu'on a constaté là, ce qu'on dit, les décès, c'est des décès de visu. Là. Quand on est convaincu que quelqu'un, on n'a même pas besoin de prendre le pouls, on comprend qu'ils sont décédés là, de coups de couteau. Une boucherie horrible. C'est ce que les policiers ont découvert, ça a l'air que c'était terrible. Oui, puis vraiment, comme tu le dis, l'acte, c'est un acte de violence contre un pur inconnu dans une espèce de paranoïa étrange contre quelqu'un qui n'a rien fait du tout. C'est pas suffisant pour lever un drapeau rouge sur la dangerosité d'un individu puis qu'on leur met en liberté. Vraiment, ça pose toutes sortes de questions, Marion. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Une autre affaire judiciaire qui était très suivie depuis déjà plusieurs années, 5 ans, depuis le drame sur la 440 à Laval en 2019, dans lequel, je rappelle, 4 automobilistes ont perdu la vie emboutis par un camion qui aurait jamais dû être conduit par son occupant. Et aujourd'hui, l'occupant en question, Jagmeet Grewal, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation qui posaient contre lui. Parce que je rappelle, le 5 août 2019, lui était là, à la hauteur de la bretelle d'autoroute 15. Il y avait une longue file de véhicules immobilisés devant lui et pourtant, il n'a jamais freiné, ni avant, ni pendant l'impact dans lequel il a embouti là, une file de véhicules au grand complet. En plein été, il n'y avait pas de brume, il n'y avait rien à signaler. Là. Il faisait beau. Exact. Puis il y a des vidéos là, qui précédaient la collision dans lesquelles on voit là, au moins une dizaine de secondes là, où on voit les voitures devant, où il y a le temps de freiner, il y a le temps de réaliser tout ça et pourtant continuer à rouler là, à près de 100 km/h. Emboutir toutes les voitures, puis ne freine qu'à la dernière seconde, dernière voiture qui l'emboutit. Pour les gens qui s'en souviennent pas, il y avait eu un incendie, des explosions, un incendie, c'était un accident épouvantable. Là, bon, OK, judiciaire, c'est réglé, coupable. J'entendais des membres des familles quand même qui étaient satisfaits du jugement. Mais il y a quelques membres des familles qui, une fois l'aspect criminel réglé, là, puis ça ramène pas en vie les personnes décédées, mais une fois l'aspect criminel réglé, qui reviennent quand même, peut-être qu'on l'a oublié, avec la SAAC. Oui, qui d'ailleurs... La Société d'assurance automobile du Québec. Parce que je rappelle, ça aussi, c'est que cet homme-là, M. Grewal, était jamais censé être un camionneur. Là. Il n'avait plus le droit d'effectuer ce métier-là parce qu'il y a eu une collision sur la route en 2012 aux États-Unis et là, s'était fait juger inapte de manière permanente à être camionneur. Problème, c'est qu'après ça, dans les départements de la SAQ au Québec, on se parle pas. Ce qui fait en sorte qu'on a pu lui octroyer son permis de classe 1 même s'il est interdit pour toujours de conduire ce genre de véhicule-là. On comprend que classe 1, c'est pour conduire un camion. Et s'est retrouvé donc derrière le volant. Et on a jugé, là, il a menti. Et il a menti à son employeur aussi. Donc, il a menti à la SAAC. La différence, c'est que la SAAC, l'employeur, c'est dur de le blâmer, il a son permis. Tu vois, c'est la SAAC, elle émet le permis. C'est elle qui doit vérifier. Moi, je me mets dans la peau, je suis l'employeur. Bon, tu veux travailler pour moi? Il me ment, OK. Mais il me montre son permis, il l'a. L'employeur, il prend lui. Il ne fait pas d'autres vérifications que j'ai quelqu'un devant moi qui a son permis en bonne et due forme. Là. Et à ce moment-là, non seulement il n'avait pas le droit de conduire, mais en plus, il contrôlait pas son diabète. Il y avait plusieurs médicaments qui affectaient la conduite. Il prenait des antidouleurs, des relaxants musculaires, des antidépresseurs. Il y avait des importants problèmes de concentration. Lui-même le reconnaissait à l'époque. Donc, on se rend compte qu'on a un homme qui est une véritable bombe à retardement, qui n'est pas censé conduire un camion, puis qui l'utilise véritablement comme une arme. Là. Et c'est ce qui a été retenu par le juge pour emboutir tout ça. Donc, est reconnu coupable des 8 chefs d'accusation de négligence criminelle causant la mort et des blessures, pourrait donc avoir une sentence de prison pour tout ça. Mais comme tu le dis, le procès pour la défense, c'est joué sur la SAAC. C'est eux qu'on blâmait. Là. On essayait de mettre le blâme sur la SAAC et non pas sur M. Grewal. Et je comprends que la défense n'a pas convaincu, dans ce cas-ci, le juge sur l'absence de responsabilité de leur client. Mais ce que la défense mettait de l'avant, c'est nous comme société, et puis moi, si j'étais dans la famille d'une des personnes,
j'en voudrais quand même à la SAAQ pour son incompétence. Ben, ça donne quoi de révoquer le permis de quelqu'un de manière permanente si, dans le fond, on regarde pas ça quand on redonne des permis après? C'est ça, c'est toute une question. Là. Ouais, puis je sais pas ce qui est la SAAQ, sa procédure à 2 départements, puis un parle pas à l'autre. Là. C'est une explication assez douteuse. Tout savoir en 24 minutes. La Fédération des médecins praticiens du Québec a monté le ton aujourd'hui dans les négociations qui ont lieu entre eux et le gouvernement du Québec, et particulièrement le ministre de la Santé, Christian Dubé, qu'ils ont mis aujourd'hui en demeure, ni plus ni moins, Mario, parce que le ministre de la Santé, M. Dubé, veut les forcer à en faire plus. Là. En gros, veut, en amendant les règlements, être capable d'aller demander aux médecins là, de prendre en charge à peu près 13 000 patients qu'on juge comme une clientèle très vulnérable ici au Québec, qui n'ont pas de médecin de famille ou pas de groupe de médecins de famille encore. On parle de cancer et de maladies graves, entre autres. Et là, là, on dit que plus de la moitié, là, la majorité des cas, selon ma compréhension, sont des cas de cancer, donc des gens qui sont immunosupprimés, ils ont des traitements, de la radio, de la chimio, peu importe. Et le ministre dit, dans cette catégorie-là, oui, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas de médecin de famille, mais dans cette catégorie précise, ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas de médecin de famille. Oui. Il en faut un d'urgence. Il en faut un tout de suite. D'urgence, et là, on veut forcer les médecins à les prendre. Et on décide de mettre en demeure M. Dubé. Mais là, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, Mario, c'est que les explications sont un peu floues, dans le sens où... Plus que flou. Ouais, on dit, OK, oui, on est d'accord avec ça, on veut prendre du monde en charge, on comprend ce que vous voulez faire, on est d'accord, mais la manière dont vous l'avez faite, c'est pas correct, fait qu'on vous met en demeure. Est-ce que je me trompe? Ça ressemble à ça. En fait, les médecins, les praticiens disent, pour les 13 000 patients, il n'y a pas de problème, on va les prendre. Mais ils aiment pas la façon dont ça se fait, par règlement, comme s'ils n'auraient pas voulu qu'on leur impose. Ça aurait dû se faire par une négociation. Je sais pas, sincèrement. Et l'autre affaire qu'ils disent, nous, on a demandé la liste des 13 000, puis le ministère de la Santé est trop incompétent pour nous la livrer. Donc, on dit on est prêt à les prendre en charge, mais le ministère n'est même pas capable de nous envoyer la liste. Le gouvernement nie ça. Fait qu'on a 2 versions des faits. Bon. Maintenant, est-ce que la mise en demeure, là, comme procédure judiciaire, comme attaque, parce que là, confronté à ça, le président de la Fédération, M. Amiot, le médecin président de la Fédération des médecins omnipraticiens, dit, moi, une mise en demeure, là, c'est une façon d'amorcer un dialogue. Ouais. Attends, je vais essayer de résumer, Mario. Là, les médecins omnipraticiens sont fâchés en disant, ben là, vous nous imposez quelque chose... Mais qu'on est prêt à faire. On négocie pas, vous nous imposez quelque chose qu'on est déjà prêt à faire, mais ça négocie pas. C'est vraiment pas une bonne manière de faire. Donc, nous, de bonne foi, pour ouvrir un bon dialogue, on va te poursuivre. On fait une mise en demeure. Voilà. Donc, devant les tribunaux. Fait que c'est la situation bizarre où on est. Je me contenterai de dire que peu importe ce qui est le fond de l'affaire, là, les médecins de famille se font pas d'amis dans la population. Ça, c'est très clair. Tout savoir en 24 minutes. Nouvelle culturelle maintenant qui va probablement réjouir beaucoup de gens et d'amateurs des Cowboys fringants ici au Québec. Marie-Annick Lépine, qui est membre des Cowboys fringants, et bien évidemment la veuve du chanteur Carl Tremblay, qui est décédé des suites d'un cancer en novembre dernier, a annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux que l'album posthume là, des Cowboys fringants va être diffusé très bientôt. On parle là du mois d'avril où ça pourrait paraître ce printemps. C'est finalement terminé dans un message assez émouvant, merci, dans lequel elle a expliqué que c'était tellement émouvant comme disque à produire, le plus difficile à terminer de toute la carrière des Cowboys fringants, et que d'entendre là, comme ça, les arrangements de voix, on se comprend, de Carl Tremblay, son amoureux qui est décédé, résonner encore, parce qu'il a été enregistré, là, cet album-là en partie, le Carl Tremblay a pu faire ça, les parties vocales. Dans la maison, carrément. Là. Dans son salon, on a déplacé là, des efforts là, de studio pour venir l'enregistrer directement dans le confort de chez lui, alors qu'il continuait de combattre son cancer. Et donc, sa voix, sa véritable voix, parce qu'on a pensé à l'intelligence artificielle, mais on a décidé de ne pas le faire finalement. Donc, sa véritable voix va être dans cet album posthume qu'on devrait pouvoir écouter ce printemps. Ça risque de secouer pas mal. C'est assez rare quand même. Là. Un groupe, le chanteur décède, il y a un album, il reste du matériel. C'est probablement pas la première fois de l'histoire de la musique, mais au Québec, on n'a pas d'exemple récent, en tout cas pas pour un artiste qui a autant d'impact dans le public. Alors, j'ai l'impression, préparons-nous, là, ça va être tout un événement la semaine où ça va sortir. Le Monde. Un des nombreux procès de Donald Trump a eu un dénouement, du moins pour l'instant, aujourd'hui, avec un verdict. Trump a été condamné, lui et son organisation, la Trump Organization, à payer près de 355 millions de dollars d'amende. Tout ça pour les fraudes financières là, duquel il était accusé. Je rappelle, parce que
plusieurs causes judiciaires contre M. Trump à ce moment-ci. Ça, c'est celle à New York? C'est celle à New York au civil, donc il n'était pas menacé de prison du tout dans cette histoire-là, mais c'est qu'il est accusé avec ses fils, entre autres, d'avoir modulé là, les actifs, d'avoir gonflé ou dégonflé la valeur de tout son empire immobilier. Quand c'était pour aller chercher des prêts, là, on gonflait la valeur pour se donner un plus gros actif pour aller chercher un prêt mais devant les assurances. Collatéral. Mais devant les assurances pour baisser ses primes, là, les bâtiments n'avaient plus la même valeur. Là, ils étaient dévalués, sous-évalués. Voilà. Et là, on s'est rendu compte qu'ils avaient joué avec ça dans les mêmes années. On avait joué ces deux tableaux. Oui, puis déjà, d'office, là, en entrant dans le procès, le juge avait déjà dit que les preuves semblaient béton contre M. Trump et c'est ce qu'on a continué d'évaluer. Mais maintenant, c'est le verdict là, qui est sévère. Puis c'est non seulement les 355 millions de dollars qui tombent à un moment où M. Trump, il y a de plus en plus de rumeurs qui continuent de circuler, que outre l'argent qu'il reçoit pour sa campagne électorale là, à la présidentielle, de l'argent qu'il utilise, là, semble-t-il, pour à peu près tout et n'importe quoi, dont les procès comme ceux-là, mais qui commencerait à manquer d'argent. Puis on s'entend, c'est quand même $1 milliard là, qui est condamné à payer. On réglait une affaire, là. Je veux dire, je comprends que Trump, dans ces cas-ci, a gonflé la valeur de ses bâtiments, il l'a dégonflé. Mais moi, je suis convaincu que Trump n'est pas aussi riche qu'il dit, là. Oui, puis c'est... Ça commence à sortir d'ailleurs, mais ça se sent, ça se voit que Trump n'est pas... Puis, je veux dire, dans le monde des affaires aux États-Unis, on sent qu'il y en a plusieurs qui ont un sourire en coin. Il est plus riche que moi, là. On s'entend. Mais... Je veux dire qu'il n'est pas le milliardaire Donald Trump. Moi, je pense plus présentement qu'il vaut $1 milliard. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui a bon train comme rumeur ces temps-ci, Mario, mais ce qui fait mal, c'est non seulement le 355 millions qu'il doit payer, mais c'est que ça s'accompagne aussi là, d'une interdiction de faire des affaires dans l'État de New York pour 3 ans complètement. Donc, il ne peut plus là, acheter, vendre, gérer tout ce qui est actifs financiers et compagnies financières dans l'État de New York. C'est l'endroit où M. Trump lui-même a fait sa réputation et sa fortune. Là. C'est un New-Yorkais, un homme qui avait son émission de télé-réalité, un homme qui transigeait toutes sortes de bâtiments, qui avait l'air de vouloir être le king de Manhattan, si on veut, qui, là, ne peut plus rien faire, ce qui vient même remettre en doute certains actifs là, iconiques qu'il a, dont la Trump Tower à New York. Mais là, mettons que pour payer le 355 millions, il faut qu'il vende la Trump Tower. Il faudrait qu'il la fasse vendre par une fiducie. C'est qu'il pourrait pas... faudrait qu'il la fasse vendre par des tierces personnes. Lui-même pourrait pas, je comprends, piloter l'opération. C'est ce que je comprends là-dedans aussi. Puis peut-être qu'il va avoir besoin de liquider des actifs comme ceux-là. Liquider des actifs, une liquidation qui serait évidemment, on se comprend, là, pour sa réputation, pour son aura d'homme d'affaires, mais ce serait un échec terrible là, qui lui tomberait dessus. Donc, c'est tout un jugement qui est tombé là, sur M. Trump aujourd'hui dans cette affaire-là. Le reste à voir, évidemment. Mais sur ses réseaux sociaux, tu me montrais ça avant d'entrer en ondes, sur ses réseaux sociaux, il a publié dans les minutes qui ont suivi, mais il n'a pas réagi à ça. Non, puis peut-être que c'est une publication programmée, je ne le sais pas, Mario, mais c'est vrai que des fois, ça peut être préprogrammé, mais quand même. Sur Truth Social, alors qu'il son réseau à lui-même, il a publié des photos, une espèce de comparatif d'une photo qui circule déjà depuis quand même longtemps, là, où on le voit jouer au golf avec une belle grosse bédaine, là, vraiment une photo très peu flatteuse de lui. Et là, lui. il dit que c'est un trucage. Ouais, c'est une générée par l'intelligence artificielle. Les médias fake news ont mis ça. Et regardez. là, il met des photos de lui en train de vraiment jouer au golf. Voilà, mais une pas belle de photo. Il est de dos, hein, alors on peut pas voir c'est ça l'abdomen. Je veux juste dire que, écoute, je sais pas, là, peut-être que la photo avec la bédaine est truquée pour vrai, mais celle que lui met, j'ai quand même noté qu'ils sont surtout de dos, puis avec des chandails beaucoup plus amples, parce que celle est avec un polo assez mince, oui. Là. Les autres, c'est avec des chandails à manches longues. J'ai noté ça au passage. Actualité. En terminant aux États-Unis, c'est 2 mineurs, finalement, qui ont été inculpés dans la ville de Kansas City pour cette fusillade là, qui a fait plusieurs blessés, ainsi que, malheureusement, plusieurs décès également, là, touchés par balle lors du grand déploiement là, du football américain, Kansas City, la parade pour la victoire des Chiefs. Et là, c'est maintenant, de ce qu'on comprend, vraiment une altercation des jeunes qui étaient armés, là, des mineurs. Des gangs de jeunes. Ils s'entendaient pas, qui se sont chicanés. Voilà, puis qui ont tiré. Puis là, une animatrice radio qui est décédée, 22 personnes qui ont été blessées dans l'échauffourée qui a suivi par la suite. Et là, on avait déjà interpellé 3 personnes. Finalement, c'est seulement 2 qui ont été mis en accusation. Puis là, va rester à voir lesquelles accusations vont être déposées parce que pour l'instant, c'est détention d'armes puis refus d'obtempérer seulement. Parce qu'on ne sait pas qui a tiré, quelle balle, par exemple, a pu causer la mort de la dame. Voilà, mais du côté de la police, on affirme, Mario, que c'est pas la fin des accusations, bien évidemment. Que l'enquête va se poursuivre. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.